de la CIRGL à Luanda, en Angola. La délégation congolaise conduite par les députés nationaux Boniface Kabanda Matanda a, au-delà de la présentation de la situation sécuritaire dans l'Est, insisté auprès des participants sur le fait que l'on doit faire mention dans le document final du rôle joué par les Rwandais dans la déstabilisation et dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, en rappelant en même temps les résolutions de la 13e réunion tenue à Djouba, au Sud-Soudan. La délégation congolaise est vraiment au regret de ce rapport, ce document. N'est-il pas d'avis qu'il y a la guerre au Congo du fait du Rwanda? Et pourquoi ils n'affirment pas que c'est le Rwanda qui a signé le cessez-le-feu qui est en guerre au Congo? Et comment le Rwanda fait-il la guerre au Congo? C'est par le M23. Et le Rwanda est en guerre au Congo, ça fait plus de 30 ans. Pourquoi on n'affirme pas cela? Si on n'affirme pas cela, ça dérange les consciences humaines. La vérité est connue par notre secrétariat général. Mais pourquoi ils font tout pour le dire à demi-mot? Tout est clair. En acceptant un cessez-le-feu avec la RDC, les Rwandais fait tomber les masques et passent aux aveux quant à la présence de ces troupes sur le sol congolais. La délégation de la RDC a en outre félicité l'Angola pour sa médiation dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, le coordonnateur national de la réserve armée de la défense, le lieutenant-général Padiri Boulenda et son état-major ont reçu tout récemment en audience de travail une délégation de l'association des attachés de défense des ambassadeurs accrédités en RDC. Cette délégation, conduite par le vice-doyen de l'association des attachés de défense des ambassades accréditées en RDC, le colonel Aldon Kosak de l'ambassade de Turquie, voudrait comprendre l'organisation et le fonctionnement de la réserve armée de la défense et échanger les idées en vue de formuler des recommandations si nécessaire. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur national de la réserve armée de la défense a remercié ses hôtes de leur disponibilité à répondre à ce rendez-vous. Faisant d'une pierre deux coups, le lieutenant-général Padiri Boulenda David a passé la main à son directeur de cabinet, le colonel Hassani Modeste, qui a brièvement brossé le fonctionnement, l'organisation, la mission, les objectifs présents et futurs, la base légale, les résultats que vise obtenir le gouvernement congolais à travers cette nouvelle branche de l'armée congolaise. L'exposant a rappelé que l'idée de la création de la réserve armée de la défense était une volonté exprimée en 2019 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre en place une structure de l'armée qui encadrera les volontaires engagés pour la défense de la patrie, communément appelée Wazalendo, et d'autres personnes qui voudront servir la patrie comme réservistes. Un exposé minutieusement présenté qui a convaincu cette délégation. Afin de bien comprendre les zones d'ombre, les questions ont été soulevées par certains attachés de défense à l'endroit du coordonnateur national de la réserve armée de la défense qui ont été suffisamment éclairés. Pour lier l'utile à l'agréable, le chef de la délégation de cette association, satisfait du travail qu'abat la réserve armée de la défense, a remis un présent, une médaille de mérite pour les efforts que consent le général Padiri Boulenda David afin de préserver la paix dans son pays. Dans un autre registre, les Nations Unies, toujours disposées à soutenir la paix en RDC. Le gouvernement congolais et l'ONU évaluent le projet financé grâce au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix en RDC. Mamita Bangoulou. Le but de cette rencontre a été d'évaluer les interventions du fonds entre 2018 et 2023 afin de mieux envisager les prochains cycles. Le but, au-delà d'une analyse partagée des facteurs de conflit et de résilience, est de joindre nos forces pour appuyer le gouvernement à consolider sa vision et sa gouvernance en matière de paix. Il s'agira aussi de créer des synergies autour des priorités du gouvernement en matière de consolidation et de prévention de la paix. La deuxième priorité identifiée dans le cadre de la prééligibilité traduit donc cette volonté. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, donne la quintessence de cette rencontre et rappelle les objectifs avant de déclarer ouverte cette session. L'essence de la BDF qui, par le financement du projet, tient à aider le gouvernement dans la recherche et la mise en œuvre de solutions durables par la consolidation de la paix. En d'autres termes, le BDF ne peut avoir de vocation
d'application et d'utilité que celle définie par un gouvernement qui, en plus de réfléchir à sa déclinaison sur l'approprié, la pilote et l'oriente à tous les niveaux, notamment dans son opération. Je réaffirme mon engagement à poursuivre ce processus qui devra aboutir au niveau interne par la base de son excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies. Quelques membres du gouvernement, des représentants du système des Nations Unies et des bailleurs de fonds ont rehaussé de leur présence cette importante rencontre. Je le disais à l'entame de cette édition, il fait noir dans certaines zones rurales en RDC. Le gouvernement et le Ressources Matter font des études pour faire bénéficier ces entités territoriales décentralisées de l'électricité. Christine Lenzo et Simon Kakolongo. La RDC dispose aussi d'un potentiel minier non négligeable qui peut lui permettre de promouvoir son développement et le bien-être de sa population. Cet atelier Pont, Mine, Énergie organisé par Ressources Matters avec l'appui de 11 Hour Projects et avec le ministère des Mines, de l'Intérieur, de la coopération internationale, des ressources hydrauliques et de celui du développement rural. Cet atelier réunit toutes les parties prenantes pour explorer comment les redevances minières perçues par les entités territoriales décentralisées et TD peuvent contribuer à électrifier et devenir des catalyseurs pour le développement et le bien-être des populations et des milieux ruraux, comme l'explique Christian Benga, coordonnateur du secteur énergie chez Ressources Matters, et Eric Kassongo, porte-parole du réseau Mwangaza. Il s'y est de rappeler que la dernière réforme du code minier accorde directement 15% de la quotité de la redevance minière à ces entités territoriales décentralisées. Les ministères, institutions publiques et privées, les entreprises minières et producteurs d'énergie, les partenaires techniques et financiers, les membres de la société civile vont travailler 3 jours durant pour des solutions qui aboutiront à la construction des infrastructures en vue de la production locale et décentralisée d'électricité en utilisant les données du Congo EPELA et l'argent de la redevance minière. Et puis le ministre de Mines était en inspection à Manono dans la province du Tanganyika. C'est depuis quelques mois que la société minière Manono Lithium SA a obtenu du gouvernement son permis d'exploitation. Regardez. Kizito Pakapumba, ministre national des Mines, est arrivé en visite officielle à Manono mercredi 4 décembre 2024. Il a été accueilli chaleureusement à sa descente d'avion de l'aérodrome de Manono d'une forte délégation des agents de Manono Lithium SAS avec en tête leur directeur général ainsi que d'une foule immense de la population de Manono. Objectif de cette mission, inaugurer le pont de Kouchi 1 dont les travaux de réhabilitation ont été financés et exécutés par Manono Lithium SAS sous la surveillance de la direction provinciale de l'Office des routes du Tanganyika et aussi palper du doigt le processus d'implantation de la société Manono Lithium SAS quelques mois après l'obtention du permis d'exploitation. Jian Hiwan, directeur général de Manono Lithium SAS, a rassuré que sa société va davantage s'investir dans le projet de développement du territoire de Manono, à l'instar du pont Le Kouchi remis à neuf. Kizito Pakapomba, ministre national des Mines, s'est quant à lui réjoui de la réalisation de cet ouvrage d'une importance capitale pour la relance du secteur minier dans la région. Après la coupure du ruban par le patron des mines en République démocratique du Congo, il a par la même occasion reçu de l'Office des routes les explications techniques. Le tablier vétuste en béton a été remplacé par un nouveau en acier. Ce pont a la capacité de supporter tout au plus 25 tonnes. Kizito Pakapomba, ministre national des Mines, a visité quelques sites en construction. C'est avec satisfaction que le patron des mines en République démocratique du Congo a clôturé son séjour à Manono dans le Tanganyika. À Kinshasa, bientôt la construction du nouveau bâtiment du Centre national de télédétection à Kinshasa. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a posé la première pierre. Chimène Dondo, Pompomba et Joe Patrick Koko. Tout est prêt pour le début de travaux de construction du Centre national de détection sur l'avenue Batetela dans la commune de la Gombe.
Ces centres de collecte de données spatiales visent à promouvoir et coordonner toutes les activités liées à la détection par satellite pour collecter des données utiles au gouvernement congolais. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé à la pose de la première pierre de ces bâtiments. Le directeur général du CNT, David Nguindou, a précisé que le futur centre fournira des informations spatiales en temps réel. Pour sa part, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Gilbert Kabonda, a mis en avant l'importance de ces projets, fruits de l'amitié entre la RDC et le Japon. Lorsque je suis arrivé à la tête du ministère de la Recherche scientifique, j'avais trouvé cet important projet sur ma table et au nom de la continuité des services publics, je n'ai ménagé aucun effort pour démarrer enfin ce grand chantier, fruit de l'amitié des peuples congolais et japonais. Celui-ci étant représenté, comme je l'ai dit plus haut, en cette circonstance par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, dont je salue chaleureusement la présence en ces lieux. Toujours à Kinshasa, Mombele, l'un des quartiers défavorisés dans la capitale, a été ciblé pour abriter le centre de ressources Mosala. Sur place, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, s'est rendue compte du démarrage effectif des travaux pour ces centres qui va former les jeunes et leur permettre d'être le créateur d'emplois en vue de lutter contre le banditisme et la délinquance. La première ministre a ensuite échangé avec quelques jeunes de ces quartiers et les ont encouragés à apprendre le métier pour leur autonomisation. Le gouvernement Suminwa prévoit dans son plan d'action la diversification de l'économie, la création des emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages congolais. Les travaux de Africa Digital Expo viennent de s'y clôturer à Kinshasa. Pendant 3 jours, les experts du monde africain du numérique ont échangé autour de l'avenir du numérique en Afrique. Gumatundu. 72 heures de Africa Digital Expo ont permis aux experts de réfléchir sur l'avenir numérique de l'Afrique. Les participants ont saisi des opportunités d'affaires uniques en mettant en avant des projets innovants et ont découvert les dernières tendances technologiques du marché africain. L'apport de l'autorité des régulations de postes et téléphones et communications de la RDC a été indéniable. C'est un événement qui nous permet d'en connaître un peu plus, de renforcer nos capacités, mais pas simplement des capacités intellectuelles, mais aussi des capacités sur le plan, je dirais, du dynamisme de notre économie, de l'efficacité de nos entreprises, de nos administrations et de notre société. Le gouvernement est déjà déterminé à investir beaucoup d'argent dans le numérique. Nous accompagnons cet investissement pour que de l'utilisation qu'il y a, des utilisateurs qui devraient avoir de ce numérique, il y en ait le plus possible et à des prix abordables et sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes très ravis de la tenue de cette 13e édition à Kinshasa et nous sommes ravis de la forte mobilisation des acteurs clés des écosystèmes du secteur numérique. Nous avons noté plusieurs recommandations qui ont été faites par les délégations et nous espérons la mise en œuvre de ces recommandations. Les autorités de régulation du secteur, les banquiers, les opérateurs de téléphonie mobile et autres équipementiers technologiques et informatiques ont profité de cette tribune pour renforcer leur notoriété auprès des décideurs de la région. Nous allons enchaîner. Dans le Congo, l'Institut supérieur d'études agronomiques vétérinaires a reçu son agrément pour son fonctionnement. Le gouverneur de province a procédé à la pose de la première pierre de construction de bâtiments. C'est ici où sera érigé le futur bâtiment de l'ICA FECHI, l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires. FECHI, ce territoire de la province du Kwango, a une vocation agro-pastorale. Comble du paradoxe, le taux de malnutrition est élevé et la population vit dans la précarité. Pour répondre à cette problématique et à bien d'autres, l'honorable Fabien Boko-Matondo a conçu l'idée de l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires de FECHI. Ceci pour parer à la crise d'une main-d'œuvre qualifiée et
former des ingénieurs agronomes et vétérinaires. L'Institut a déjà reçu toutes les facilités du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et comme pour accélérer le processus, le gouverneur de province, Willy Bitissula, en itinérance dans le coin, est venu pour poser la première pierre de la construction de l'ICA Féchi. Ce territoire qui a vu décimer 70% de son élevage bovin peine à se relever. Un de ses fils, Fabien Boko, justement, veut former des acteurs pour que la province prenne la revanche de son sol sur son sous-sol aussi riche. Nous allons nous battre pour pérenniser cela et que la population puisse prendre ça à bras-le-corps, que les étudiants viennent en masse parce que ça va leur servir de formation de base. Avec l'épidémie de la fois passée, on a tout perdu parce qu'on n'avait pas de techniciens type. Merci à l'honorable Fabien Boko. L'Institut, qui se veut le creuset de la recherche, a déjà en son sein un centre spécialisé de recherche d'animation et de vulgarisation pour le développement rural. Avec cette idée de l'honorable Fabien Boko, va redevenir le grenier de la province comme autrefois où le territoire pourvoyait le grand centre de consommation comme Kinshasa et Kikwit. C'est une course folle d'endurance qui a attiré de milliers de spectateurs. La 3e édition de la course de tracteurs a vécu au stade Kasavubu au Congo central un moment clé pour les agriculteurs. 3e édition de la course des tracteurs, les vainqueurs sont connus. Il s'agit des jolis Lampela Boyo, de la compagnie des plantations des Ndeke. Réalisant un parcours en 3 minutes 38 secondes, elle a su s'imposer dans la catégorie féminine. Dans la catégorie masculine, Nubea Wasido, représentant la Société des cultures de Binga, a fait sensation en établissant un temps record de 2 minutes 31 secondes. Lancé en 2022 par Cédric Tonaï, président du conseil d'administration de GB Agri, la course des tracteurs vise à promouvoir l'excellence professionnelle parmi les chauffeurs de sociétés agricoles. L'objectif est d'en faire un événement qui valorise non seulement les chauffeurs, mais également le rôle central de l'agriculture dans le développement de la RDC. Nous essayons et nous nous efforçons de développer nos sociétés et en même temps de développer ce pays à travers ce que nous savons faire, ça veut dire l'agriculture. C'est pour prouver un petit peu la volonté de notre groupe au développement et à l'émancipation en fait de toute la filière agricole du Congo. Pour le directeur général de la Société des cultures et industries agricoles au Mayombe, SCAM, Constant Quadio a rappelé que cette compétition incite les participants à une plus grande compétitivité tout en encourageant la participation féminine dans un secteur historiquement masculin. L'objectif de cet événement est d'encourager les femmes à la fonction de la conduite et inciter nos chauffeurs à être plus compétitifs dans leur travail. Après ces éditions précédentes à Binga et Bassan-Koussou, la course de tracteurs continue de gagner en popularité, motivant les agriculteurs à œuvrer pour un avenir agricole meilleur. Toujours en province, évaluation des infrastructures financées par le programme sino-congolais. Eli Echimbouli, directeur général adjoint de l'APCLC, a inspecté quelques ouvrages ce jeudi au Sud Kivu. Lancé en décembre 2018, les travaux de construction du stade Niatende à Bukavu en sont à la phase de la pose de la pelouse synthétique. Tel est le constat fait ce jeudi par le directeur général adjoint de l'agence de pilotage de coordination de suivi de convention de collaboration signée entre la RDC et le partenaire privé en mission dans cette partie de la RDC dans le cadre de l'inspection des entités issues du programme sino-congolais ainsi que du suivi de tout le projet d'infrastructure de base lancé dans le cadre du dit projet. Le directeur général adjoint Eli Chingouli a reçu les explications sur cette opération débutée le 9 décembre dernier en passe d'être bouclée. Seules quelques vérifications d'usage restent avant la réception technique du stade à la fin du mois de décembre ou au début du mois de janvier 2025. Aujourd'hui, nous sommes au 4e stade qui est construit dans le programme sino-congolais. Le premier, c'était celui de Kalemi, le deuxième, celui de Goma, celui de Bunia. Et là, nous sommes en train de finaliser les travaux dans le stade de Bukavu. Et le 5e, sera celui de Kananga. Il a également visité le travaux en parallèle exécuté par l'entreprise Sinaïdroc 14 dans les autres locaux du stade, notamment le montage et l'assemblage de réservoirs d'eau, pour ne citer que cela. Après le stade Niatende et cap sur la route nationale numéro 5, tronçon Bukavu, Kamanyola, où plusieurs travaux sont en cours d'exécution, malgré les intempéries. C'est une route d'intérêt national, une route de souveraineté
pour laquelle nous devons faire très vite pour qu'elle se termine dans le temps. Signalons qu'après un retrait momentanément de travaux par manque de matériaux, ces derniers reprennent incessamment. En bref, modernisation du port de Kalunzi dans le Sud Kivu dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration de la région de Grand Lac. Les études détaillées menées par le groupe TIPSA BTEC viennent d'être validées. Toujours en image, 2024 c'est clôture avec un bilan plus que satisfaisant pour la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, un bilan présenté lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Kinshasa sous la présidente de la Fondation, la première dame de la RDC, Denis Nyakeru Tshisekedi. L'année 2024 aura été celle porteuse des nombreuses réalisations pour la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi en faveur des populations congolaises. On note les résultats concrets obtenus dans les domaines d'intervention clés tels que l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes et le développement communautaire avec des actions visant le renforcement du tissu social et économique des communautés locales. Cette Assemblée générale ordinaire, marquée par la présentation d'un bilan détaillé des actions menées depuis la dernière réunion, est une étape importante dans le parcours de la Fondation et témoigne de l'engagement constant de sa présidente à participer à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables. Autour de la distinguée première dame, Denis Nyakeru Tshisekedi, tous les membres de la Fondation, pour célébrer les avancées enregistrées durant l'année écoulée et tracer de nouvelles perspectives ambitieuses pour l'avenir. Aujourd'hui, je me tiens ici humblement pour dire merci au nom de toutes ces vies transformées par votre générosité. Des nouveaux projets ambitieux pour 2025 et les 5 prochaines années ont été annoncés. Un nouveau schéma organisationnel visant l'efficacité et l'impact des actions de la Fondation, avec un accent sur la question de la drépanocytose par la sensibilisation de la population et particulièrement la tranche de la jeunesse. L'Assemblée générale a décidé à l'unanimité que nous puissions ajuster notre stratégie, aller à une réorientation stratégique qui va nous tourner vers l'éducation, qui deviendra désormais notre seul et unique axe d'intervention. Et donc la vision reste la même, mais simplement nous allons désormais travailler sur un axe stratégique qui est l'éducation. Voilà les 3 moyens, les 3 piliers avec lesquels nous allons continuer pour pouvoir continuer à atteindre notre vision qui est celle de faire de la femme congolaise une actrice du développement de son pays. La Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi rêve d'une société dans laquelle tout être humain est considéré à sa juste valeur et où chaque Congolais et Congolaise a la chance de grandir en bonne santé, d'apprendre et d'agir à son tour pour le bénéfice de la République démocratique du Congo. Budget à présent, lancement, c'est jeudi de la télé de vulgarisation de textes légaux et réglementaires relatifs à la gestion de ressources humaines de l'État. Serge Merlamata. Au nom de son excellence, M. Jean-Pierre Diaoui Pétois, vice-premier ministre de la fonction publique, l'organisation de l'administration et l'innovation du service public, je souhaite préciser à tous et déclare ouvert les travaux de la télé. C'est en ces termes qu'a été lancé au nom du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, les travaux de la télé de vulgarisation des textes légaux et réglementaires relatifs à la gestion des ressources humaines de l'État au service national des approvisionnements et de l'imprimerie. Benoît Patrice Toupa Kamango a circonscrit les contextes dans lesquels se tient le présent atelier. Le gouvernement de la République s'est donné position de réorganiser son appareil administratif à travers un vaste programme structurel centré sur la réforme de l'administration publique. Cet atelier revêt une importance capitale pour l'ensemble du personnel du service national, des approvisionnements et de l'imprimerie. Nous construisons une nouvelle étape en nous engageant dans un processus de ce texte. Ce programme vise sans doute
à tous les acteurs de notre service, qu'ils soient proportionnels, cadres supérieurs ou agents, les textes faits pour les fiscaux de leur quotidien. Organisé par l'inspection générale, l'administration publique, en collaboration avec les services nationaux des approvisionnements et de l'imprimerie, le présent atelier se tiendra du 12 au 20 décembre prochain. Nous allons parler politique avant de nous quitter dans la province de la Chuapa. La population de Bwende a participé à une formation. Le sujet ou la matière du jour, l'importance du changement de la Constitution. Toutes les batteries sont mises en marche dans la classe politique congolaise pour accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la sensibilisation de la population sur les enjeux du changement de la Constitution. La mission de l'honorable Bosekota, cadre de l'UDPS, à Bwende, chef-lieu de la province de la Chuapa, s'inscrit dans le cadre de cet exercice. Il a rappelé à la population de Bwende que le changement de la Constitution permettra à la commission qui sera mise en place d'élaborer une feuille de route pour élaguer les articles qui compromettent la souveraineté du pays. Pour cette fin, il a sensibilisé les autorités coutumières, les leaders religieux et d'opinion sur l'importance du changement de la loi fondamentale pour l'intérêt supérieur du pays. Je suis à Bwende pour expliciter le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur le changement de la Constitution et aussi inviter la population de s'approprier de ce message. Pour la relance des projets agricoles dans la province de la Chuapa, autrefois l'un des greniers du pays, Félix Bosekota a réhabilité les routes des dessertes agricoles, notamment la route Tomonkole et Bac-Lomela. C'est pour faciliter les transactions avec les villages voisins.